Oui, Alors, bonjour Madame Latifah Bouhmadi, vous êtes directrice du Centre de l'éducation de l'environnement à Casablanca. Merci pour votre présence pour la visioconférence sur l'EDD, l'éducation et développement durable, organisée par les Chevaliers de l'Environnement, un club scolaire du groupe scolaire Sahel affilié à la direction provinciale de Bercy. Bonjour. bonjour, c'est Ali, bon, c'est Mohamed Ali Faracha. Un exemple à suivre par les jeunes. Vraiment, je vous félicite et je vous chapeau bas à Si Ali. Euh, alors oui, et chapeau bas aussi aux enseignants qui t'encadrent parce que je sais que si tu en es là, c'est que tu as eu des enseignants qui t'ont quand même influencé. Et bien sûr, il y a la famille aussi qui a un impact très important que je salue aussi à travers cette rencontre. Donc, oui, je suis membre du centre de l'éducation, je suis directrice au Centre d'éducation à l'environnement de Casablanca, membre de l'Association des enseignants SVT, membre du bureau national. Et j'y suis depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire parce que la SVT, elle a été créée en 1995, novembre 1995, et on en est alors, à toi de calculer, hein, presque 30 ans. Donc déjà, on est, euh, on est adulte et vacciné. Ce qui fait, oui, nous œuvrons au niveau de l'éducation à l'environnement particulièrement, mais aussi au niveau des SVT, c'est-à-dire les didactiques, la manière d'enseigner, la promotion des sciences des SVT, mais nous œuvrons aussi au niveau de la santé, de l'éducation à la santé. C'est vrai que l'éducation à l'environnement est beaucoup plus importante, c'est-à-dire on y travaille beaucoup, vu le manque et vu l'influence que nous avons en tant qu'enseignants. On est plus, 39 sections à l'échelle nationale. Donc, on a senti que le besoin est là, que nous avons un public cible jeune et qui peut être responsable demain, prochainement. Et c'est un citoyen que nous formons. Donc, on sait que notre impact, il sera très important au niveau de l'environnement. Par contre, pour la santé, il y a le côté médical, les médecins et tout ça qui s'en chargent. Donc, l'éducation à la santé, il y a déjà des gens qui s'en occupent, même si nous aussi, on est très bien placés pour passer le message. Donc, je reviens à l'éducation à l'environnement. En ce qui concerne alors, le centre d'éducation à l'environnement, on en a 18 à l'échelle nationale, c'est-à-dire la SVT, elle gère 18 centres. Le local, il nous a été octroyé par le ministère de l'Enseignement, que nous remercions très, c'est un partenaire primordial par rapport à la SVT. Donc, dans ces centres-là, nous recevons des jeunes, des moins jeunes, des associations, des experts, des scientifiques, où il s'agit de débats, de conférences, de beaucoup de choses qui se font au niveau du centre, mais particulièrement beaucoup d'éducation à l'environnement aux jeunes. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes de la maternelle même. À Casablanca, on reçoit beaucoup de maternelles, d'enfants, de petits-enfants, jusqu'aux universitaires. Donc, le public cible, il est très varié. Nous l'avons équipé de plusieurs expositions thématiques. Alors, nous avons l'exposition sur l'eau qui est en train aujourd'hui. On prépare la semaine de l'eau et tu as déjà visité le centre, donc tu sais de quoi je parle. Le centre de Casablanca est le plus spacieux, si tu veux, parce on a plus de 500 mètres carrés. Donc, vraiment, on y met beaucoup d'expositions, des expositions interactives qui sont visitées par des jeunes scolarisés particulièrement, en grand nombre, c'est-à-dire que dans les conditions normales, en dehors du Covid, on recevait il nous est arrivé de recevoir plus de 10 000 visiteurs qui ont profité de l'animation de jeunes enseignants, mais aussi de jeunes universitaires qui travaillent avec nous dans ce sens-là. Donc, notre objectif au niveau des centres d'éducation à l'environnement, c'est justement euh, donner l'information parce que pour l'éducation à l'environnement, il faut d'abord commencer par avoir l'information juste et non pas parce que nous, les Marocains, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Marocains qui souffrent, qui critiquent beaucoup l'état de l'environnement et que je parle particulièrement de l'environnement au niveau des villes, la saleté, la pollution,
qu'est-ce que je dirais encore, il y a beaucoup de déchets partout, les eaux usées, machin, il y a beaucoup de problèmes. Donc, en général, on critique sans avoir l'information juste et l'information actualisée. Donc, pour nous, d'abord, donner l'information juste aux enfants et aux visiteurs. Deuxième chose, c'est-à-dire comprendre cette information, être convaincu, en discuter de façon à se l'approprier et puis après à agir en tant que citoyen, un éco-citoyen, c'est-à-dire qu'il y a le souci de préserver l'environnement, mais en connaissance de cause. C'est-à-dire on n'est pas là pour critiquer les décideurs, ce n'est pas ça notre objectif du tout. Notre objectif, c'est d'avoir un impact sur les citoyens de façon à ce qu'ils changent de comportement envers l'environnement, envers le gaspillage de l'eau, envers d'énormément de problèmes qui se posent au niveau du Maroc, et je parle particulièrement au Maroc, mais en fait, c'est à l'échelle internationale. Voilà donc ce que nous faisons au niveau des centres d'éducation à l'environnement, et c'est le cas partout. Il y a aussi des formations, il y a pas mal de choses qui se font au niveau des centres. Vous avez parlé de l'impact sur les citoyens. Pendant les campagnes de sensibilisation, on parle toujours de la destruction de l'environnement, et parmi les conséquences qu'on cite, c'est parmi elles l'extinction de masse des animaux. Mais il y a des gens qui se disent on protège la nature, on protège simplement la vie des animaux, et non pas les humains. Ils n'ont pas la vie de l'homme. Ma question est que comment peut-on comment la société civile peut impacter les citoyens à part de sensibiliser, c'est-à-dire quel est le rôle de la société civile à part de sensibiliser. Je parle des associations. Alors oui, au niveau de la société civile, effectivement, il y a beaucoup de sensibilisation. Il y a la communication avec les autorités, et à partir de cette communication, c'est-à-dire les autorités, on travaille avec eux parce que c'est eux qui décident en fin de compte. Mais ces décisions-là avec les autorités, elles vont surtout, on fait beaucoup de choses, et je parlerai par exemple de Casablanca où j'habite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et vraiment ce n'est pas des fleurs que je jette aux décideurs. De toute façon, je n'ai aucune relation avec eux à part le fait d'être une citoyenne normale, mais en général, il y a plusieurs fois où ce qu'ils font ne correspond pas exactement aux besoins de la population. Et c'est dans ce cas-là que nous appelons absolument, et d'ailleurs ça a été normalement dans la constitution marocaine, les associations, la société civile a son mot à dire dans tous les projets qui se font au niveau de tous les territoires. Donc elle doit être, c'est-à-dire que normalement les décisions, elles doivent être participatives et non pas seulement et démocratiques, et non pas seulement des prises de décision c'est-à-dire par les décideurs, mais plutôt les idées doivent venir de la population et puis monter aux décideurs, à eux bien sûr d'étudier les demandes, et puis après de voir en fonction des moyens, en fonction des possibilités avec les scientifiques, c'est-à-dire que les décisions avec les chercheurs scientifiques, les décisions, elles doivent être prises comme ça. Donc la société civile, elle est là pour vraiment inciter ces décideurs à l'impliquer dans ce qui se fait. Partout, dans tous les territoires, que ce soit urbains ou ruraux. Et c'est pour ça que justement, au niveau de la SVT, il y a quelques années, c'est-à-dire que nous avons le volet plaidoyer. Donc vraiment, le plaidoyer est très important, c'est-à-dire que nous devons avoir notre mot à dire dans toutes les décisions qui doivent être prises par les décideurs. Et ça, ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Donc, la société civile ne se contentera plus de sensibiliser seulement, même si c'est quelque chose de très important, parce que les décideurs, ils ne peuvent pas descendre et voir chaque citoyen qu'est-ce qu'il demande.
Mais par contre, la société civile, elle est là partout. Donc, c'est le monsieur le citoyen, c'est des associations de rue, des associations de quartier, des associations de scientifiques, d'experts, d'enseignants. Et toutes ces associations, elles constituent la société civile qui a l'information demandée par la population et qui a l'information scientifique dans l'objectif du développement durable. Et puis après, donc, à partir de ces idées-là, de toutes ces idées-là, la décision doit être prise. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, À oui, oui. propos, en ce qui concerne la biodiversité, oui, alors là, vraiment, c'est un point qui m'intrigue beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, surtout ces dernières années, avec l'état de la biodiversité. Il n'y a qu'à voir au niveau des villes, à peine si on voit quelque chose de naturel. Même quand on nous plante des arbres ou des plantes, c'est des plantes exotiques. Et là, vraiment, en tant qu'enseignante des SVT, je sais que l'introduction des plantes exotiques, et je sais que tu as des informations par rapport à ça, l'introduction des plantes exotiques n'est pas toujours une bonne chose. Nous devons favoriser les plantes autochtones, les arbres autochtones, Ok. c'est-à-dire ce que nous possédons. Et c'est pour ça que ces dernières années, comme tu l'as remarqué, on a donné une grande importance, c'est-à-dire les décideurs, et bien sûr à travers la société civile qui a beaucoup milité par rapport à ça, on a donné une grande importance aux oliviers et à l'arganier, par exemple, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc, et justement, peut-être qu'on aura l'occasion de parler de l'éducation à la nature parce que c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup ces dernières années et j'y travaille beaucoup. Et j'incite les enseignants, et je sais que toi-même, tu fais partie de ces jeunes qui s'intéressent pour la nature et pour la préservation de la nature. L'UNESCO a mis l'ESD, Education of Sustainable Development, en français l'EDD, l'éducation au développement durable, à l'horizon 2030. Comment peut-on intégrer ce mode d'éducation dans le système éducatif marocain? C'est ça. Alors, effectivement, bravo, tu as précisé le marocain parce que dans d'autres pays, il y a beaucoup de choses qui se font. Au Maroc, malheureusement, l'éducation, que ce soit l'éducation à l'environnement, l'éducation à la santé, vraiment, je dirais peut-être même bon, l'éducation d'une façon générale, aux valeurs aussi, tout ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne prend pas la part, qui ne prend pas le temps, la durée, qu'est-ce que je dirais, une marge de temps qui est vraiment très importante, comme elle le mérite. On est plutôt subjugué, on est plutôt dans le souci de terminer le programme de façon à ce que nos jeunes Oui. aient un bac, un 19 un baccalauréat 18, ce qui fait, et ça se fait aux dépens de l'éducation. C'est-à-dire, on est en train de passer un savoir, de faire énormément d'exercices, vraiment de travailler le bac. Et même avec les parents, si on se met à donner à l'éducation la marge de temps que ça mérite, je sais qu'il y a des parents qui vont demander non, excusez-moi, parce que j'ai eu cette expérience avec des clubs d'environnement. C'est quelque chose de très important, effectivement, mais qui doit être généralisé dans tous les établissements scolaires, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Et les parents, ils demandent à ce qu'ils disent que leurs enfants n'ont pas le temps à venir Oui. travailler dans un club d'environnement parce qu'ils ont un bac, ils ont, je ne sais pas, un certificat de brevet à passer, ils doivent avoir les meilleures moyennes. S'ils baissent d'un point au lieu de 19 et demi, et là un 18 et demi, non, c'est à cause du club. Donc vraiment, on a ce souci-là au niveau des parents, mais au niveau aussi du ministère, je dirais, parce que nous avons cette approche de bac vraiment avec des moyennes élevées. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Je parlerai par exemple des pays très développés par rapport à ça. Le Canada, par exemple, je sais qu'ils font un travail extraordinaire au niveau de l'éducation. Et nous avons, en tant qu'ASVT, je sais qu'il y a plusieurs, je dirais même plus de 15 ans, qu'on a reçu des jeunes Canadiens qui sont venus au Maroc pour qu'ils fassent des actions environnementales, mais ça peut être des actions sociales aussi. Et ces actions, on leur signe comme quoi ils ont fait tant d'heures de bénévolat. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous chercher, nous ramasser nos déchets. On les avait emmenés à la forêt de Wadi Melh pour ramasser les déchets, pour qu'on leur signe comme quoi ils ont fait ces heures, parce que chez eux, tout est propre. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus vraiment un grand problème que peuvent résoudre les jeunes. Donc, l'implication, elle est là. Donc, c'est-à-dire que normalement,
Il doit y avoir des clubs d'environnement dans tous les établissements avec un projet environnemental. Mais je ne parle pas seulement des gens d'établissement, mais dans chaque classe. Chaque classe doit avoir un projet environnemental qui doit être géré pendant toute l'année. Ce n'est pas beaucoup de travail. Et je parle en connaissance de cause. J'ai été dans plusieurs établissements avec problème de changer d'enseignant d'un établissement à l'autre. Ça, c'est un problème. Donc, ce qui fait que je passe une année dans un établissement, je crée un club. Et on installe au moins installer un potager. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ce n'est pas beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il m'arrive de voir quand des élèves n'ont pas classe, on va travailler dans le terrain. Quand les enfants je ne sais pas, n'ont pas cours, ils viennent, ils font 1 heure ou 2 heures, pas beaucoup de temps, 1 heure ou 2 heures, je dirais, pendant 15 jours. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail de chaque jour. Mais par contre, nous, en tant qu'enseignants, il faut travailler ensemble. Ça aussi, c'est très important. Ce n'est pas l'éducation à l'environnement ne concerne pas seulement l'enseignant de SVT ou l'enseignant d'histoire-géographie ou l'enseignant de l'arabe. Non, c'est un problème qui concerne tout le monde, et le prof de maths, et le prof d'informatique, et le prof d'art. Donc, si on parle de ce message chaque jour, on peut passer un message en 5 minutes, et je sais que tu sais de quoi je parle. Tu as vécu ça avec certains enseignants. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps. Il faut seulement être convaincu en tant qu'enseignant que nous pouvons changer énormément de choses, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Voilà. Oui. Vous avez parlé des enseignants qui ne sont pas toujours très inquiets à l'environnement. Est-ce que, à part de changer le système éducatif marocain destiné aux élèves, est-ce qu'il ne faut pas encore changer la formation des enseignants pour qu'ils soient sensibilisés à l'environnement? Alors, ce que je peux te dire déjà, pour l'environnement, c'est vrai que pour les autres matières, pour les SVT, non, ça se fait. Parce que de toute façon, notre matière se prépare à ça. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'environnement. L'environnement, la santé, c'est notre travail. Du coup, les enseignants des SVT, ils sont formés. Mais quand même, ça n'empêche que ce n'est pas parce qu'on a formé quelqu'un qu'il va devenir acteur actif. Ça dépend aussi des convictions de chacun de nous. Et c'est pour ça que ça se travaille au jeune âge. Et c'est pour ça que nous avons comme public cible les jeunes. Ce jeune qui est ciblé depuis son jeune âge, je sais que déjà au lycée, c'est plus difficile d'influencer un jeune à l'environnement. C'est beaucoup plus difficile qu'au collège, qu'au primaire et qu'à la maternelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'à la maternelle, les enfants, ils sont très attirés par la nature, par exemple. Et c'est nous qui leur faisons peur par rapport à la nature. Et du coup, petit à petit, ils s'en détachent. Et petit à petit, ils s'en détachent. Ils se détachent de l'environnement et commencent à s'attacher au numérique, au multimédia, machin. Donc, vraiment, c'est un souci. Donc, les enseignants, oui, on peut voir ça avec je sais pas, avec les centres de formation des enseignants. Mais je sais que si le ministère, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une bonne volonté au niveau du ministère, de façon peut-être à diminuer peut-être la charge des programmes, et là c'est mon idée, mais à ce que ces enseignants-là qui soient libérés, ne serait-ce qu'1 heure par semaine ou par quinzaine, et que pendant cette heure, ils font un travail pas seulement pour l'environnement, mais pour les valeurs, la citoyenneté, mais pour beaucoup de choses, c'est-à-dire des clubs d'échecs, c'est-à-dire que cet enfant-là ne va pas à l'école seulement pour être bourré d'informations. Et s'il ne capte pas ces informations, s'il n'a pas cet esprit scientifique, ou je ne sais pas, cet esprit littéraire, il se sent vraiment perdu dans son école. Et il ne s'y attache même pas. On a beaucoup de compétences et il faut chercher quelle est la compétence qui est vraiment où cet enfant-là, où cet élève-là est orienté, je dirais. Et il peut donner quelque chose. Je sais que je travaille avec des élèves qui n'ont pas une bonne moyenne, même de très mauvaises moyennes, et qui s'est avéré qu'ils étaient extraordinaires au niveau du club. Et ça leur a donné confiance en eux et ils ont commencé à travailler même en classe. C'est-à-dire qu'il faut viser toutes les intelligences des jeunes et non pas se focaliser sur les élèves qui répondent juste à toutes les questions parce qu'ils ont appris leur leçon et ils sont tellement intéressés. Donc oui, la formation des enseignants, c'est vrai, c'est quelque chose de très important à appuyer au niveau des centres et par les inspecteurs aussi. Quelles sont les limites
qui se trouve au Maroc pour intégrer le système EDD. Les limites, c'est ce que je viens de te dire, c'est surtout la surcharge des programmes, déjà un problème. Il y a dans certains établissements, quand le directeur est bon, c'est-à-dire la hiérarchie, qu'est-ce que je dirais, la bureaucratie, je dirais, parce que pour faire sortir un enfant de la classe, le directeur doit être d'accord pour aller fouiner dans le terrain, par exemple, sur le sol et aller chercher les bêtes qui se trouvent dans le sol et vivre. Parce qu'un projet d'environnement ne se fait pas par des cahiers et des exposés qu'on fait en classe. C'est quelque chose de bien, d'accord, mais il faut faire du terrain. On ne peut pas faire l'éducation à l'environnement sans terrain, sans manipulation, sans expérience, sans vraiment toucher à tout, c'est-à-dire mettre la main à la pâte. Donc, il faut donner. Et ça, je pense que au niveau du ministère, ça existe. C'est-à-dire que les enseignants, les directeurs, parce que c'est eux qui gèrent l'établissement, ils ont ces consignes à ce qu'ils donnent le feu vert aux enseignants qui veulent travailler dans l'environnement. Mais ça reste quand même un peu compliqué si un enfant se fait blesser dans le terrain, alors que normalement les parents l'ont envoyé se trouver l'ont envoyé à étudier en salle fermée toute la durée de l'enseignement. Si on le fait sortir et qu'il se fait piquer, c'est un petit souci. Donc il y a cette approche je sais pas, de sécurité, je dirais, peut-être. Faire sortir des enfants, aller voir dans le jardin à côté, c'est quelque chose qui demande une autorisation. Et l'enseignant, il n'a pas le temps d'aller chercher l'autorisation, d'aller chercher. Donc, vous voyez, tu vois ce que je veux dire? C'est question de sécurité et question d'autorisation aussi pour l'enseignant, pour l'encourager à faire ce qu'il veut, ce qu'il voit intéressant. Oui. Vous avez parlé d'un des limites qui sont les parents qui interdisent leurs enfants certains, à aller à faire des activités dans l'environnement. Comment peut-on leur expliquer que ces activités sont importantes pour leurs enfants? Alors, vous savez, en ce qui concerne pour les établissements privés, c'est un petit peu pas difficile, pas trop difficile, mais bon, c'est parce que bon, il y a des réunions de parents d'élèves qui se réunissent régulièrement au niveau donc un enseignant qui a ces soucis-là, il peut en parler aux parents et on aura déjà touché. Bien sûr, c'est pas facile de changer d'avis à tous les parents, mais il y a quand même un certain pourcentage qui pourra être convaincu par l'enseignant. Mais au niveau des établissements publics, c'est un souci parce que justement, ces réunions de parents d'élèves, il y a la réunion du comité, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'association des parents d'élèves au niveau des établissements. Même s'ils sont convaincus, ça ne veut pas dire que les 1000 élèves, ou je ne sais pas, parce que vraiment, il y a un nombre extraordinaire au niveau des établissements publics. Donc, ce n'est pas facile de les toucher. Mais par contre, je sais peut-être que là, tu me fais penser que si cette éducation, ce travail qui se fait des clubs, par exemple, il est peut-être noté, ça fera quelques points de plus Oui. à l'élève, je pense que ce sera un moyen de les convaincre à accepter à ce que les enfants participent à ces clubs-là et à ces activités. Et je ne parle pas seulement de l'éducation à l'environnement, je parle de toutes les compétences qui peuvent être développées dans tous les clubs, quelle que soit leur orientation, leur souci, le thème du travail. Je pense que c'était la dernière question. Merci, Madame Latifa Bouhmadi. Vous êtes directrice du Centre de l'éducation de l'environnement à Casablanca. Merci pour votre présence à cette visioconférence sur le DD, organisée par les Chevaliers de l'Environnement, club scolaire du groupe scolaire Sahel, affilié à la direction provinciale de Barchid. Merci. Bravo, bravo. Et je compte beaucoup sur toi et sur tes exemplaires et sur ton influence autour de toi parce que vraiment, tu es une lumière dont je suis vraiment fière en tant que membre d'une association qui a le souci de la promotion de l'éducation à l'environnement chez les jeunes. Et tu es un exemple que je donne souvent, même en dehors c'est-à-dire dans ma vie de tous les jours, parce que toi, et bravo, merci. J'espère que je n'ai pas été trop longue et trop
Trop bavarde aussi. Merci. Bon, et bonne chance pour le reste.